Donc voilà, donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour du sujet complexe et passionnant de la relocalisation. Donc c'est un sujet dont on entend parler depuis quelques années. On prend conscience d'une attente de la société vers plus de local, plus de circuits courts. Pour donner quelques chiffres, il y a un sondage IFOP de 2021 qui atteste que 66% des Français seraient prêts et désireux d'acheter des produits made in France, quitte à les payer 10 à 15% plus cher. Et c'est un sujet qui a aussi émergé dans le monde de l'industrie et le monde des filières agricoles, notamment avec la crise Covid. Donc le terme de réindustrialisation est apparu dans le débat public au moment où la fragilité de notre système mondialisé et de nos chaînes d'approvisionnement se faisait douloureusement sentir. Dans les filières agricoles aussi, c'est une thématique qui est apparue. L'objectif de souveraineté alimentaire a été une des thématiques du plan de relance du gouvernement suite à la crise Covid. Et d'après le ministre de l'Agriculture de l'époque, Julien Denormandie, la souveraineté alimentaire est la mère de toutes les batailles. Donc nous, on n'est pas vraiment dans la souveraineté alimentaire, mais on reste une filière impactée comme tout le monde par la thématique de la relocalisation. Donc qu'en est-il pour notre filière ? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de relocalisation ? Est-ce qu'elle est souhaitable ? Pourquoi ? Comment s'y prend une entreprise qui souhaiterait relocaliser ? Quelles sont les difficultés rencontrées, les solutions qu'on pourrait apporter ? Donc on va se poser ensemble toutes ces questions. On va entendre le point de vue d'acteurs de la filière des PAM et aussi d'un représentant du monde politique. Et donc on va avoir une demi-heure de témoignages des intervenants et puis ensuite on aura un temps de questions où vous pourrez partager vos expériences également. Donc je vais commencer par vous, Pierre Chicotto. Donc vous avez fondé il y a près de 20 ans Norfeed, qui est une société d'additifs à base d'extraits végétaux à destination de l'alimentation et la santé animale. Donc on est dans le secteur des plantes aromatiques. Aujourd'hui vous êtes co-dirigeant, vous êtes plus particulièrement en charge de la production, des achats, de la recherche et développement, de la qualité et de l'administration générale. Votre entreprise compte 40 collaborateurs et elle a la particularité de produire l'intégralité de sa production en France et plus particulièrement à Chemillé dans votre usine ici. 60% des plantes que vous utilisez sont françaises et 80% viennent de l'Union européenne. Donc quel est votre point de vue sur la relocalisation ? Merci. En fait, en termes, et Agnès l'a cité, donc l'entreprise est assez jeune, une vingtaine d'années, et le terme de relocalisation n'est pas tellement pertinent pour nous. Par contre, la notion de localisation est importante. Donc on est basé à Chemillé pour la production et à Angers pour les bureaux et les labos. On est une entreprise de taille modeste. Par contre, on est fortement exportateur. On exporte 80% de notre activité, de notre chiffre d'affaires. Et pour nous, il est important d'avoir des racines. Et ça, c'est vraiment important. Donc, on est content d'être en Anjou, on est content d'être angevin. Et quelque part, quand on est loin, d'avoir des racines, c'est tout à fait utile. C'est utile en termes marketing, c'est utile aussi en termes de compétences locales. Ensuite, pourquoi avoir cette démarche on est une entreprise locale, hein, localisée ici, mais qui essaye de se prolonger beaucoup plus loin. Et ça a un raisonnement de type RSE, quelque chose d'important pour l'entreprise. On a une démarche RSE qui est structurée et qui est engagée depuis plusieurs années sous le référentiel Bicorp. On a envoyé notre questionnaire et on fait la file d'attente pour être audité. Il faut savoir qu'il y a 1 an d'attente pour être audité. Et cette démarche de ressources plus locales, où en fin de compte la distance entre une usine et les bassins de production, ça c'est important. C'est important d'abord pour notre équipe, ça donne du sens. Et si on a été dans cette démarche RSE, c'est tout à fait pour l'équipe. C'est un engagement propre de sourcer ensemble en France quand c'est possible, ça a été rappelé, mais aussi dans l'Union européenne. Et puis aujourd'hui, les démarches RSE vont vite. On nous demande beaucoup de choses, surtout les grosses entreprises. Et il y a une attente forte sur ce segment-là. On est en nutrition animale
La nutrition animale a des spécificités. C'est une industrie lourde, on pourrait la qualifier comme telle, c'est-à-dire un marché de gros volume avec des prix bas. Et bon, je voudrais juste rappeler ici que pour l'industrie de l'alimentation animale en France, l'année est particulièrement difficile. Il y a beaucoup de raisons pour ça et ce n'est pas le propos. Mais nous, on nous a demandé d'avoir, pour cette industrie-là, en France, en Europe et ailleurs, des produits qui soient standardisés, des produits qui soient naturels, des produits qui soient documentés et des produits qui soient très compétitifs. Et donc, nous, on s'est orienté vers de la valorisation de coproduits. C'est-à-dire que nous, on fait des extraits de raisin, on fait des extraits de citron, pour citer des extraits importants qui sont très parlants. Et ça, en fin de compte, on utilise des hectares une deuxième fois. Et le fait de valorisation de coproduits, c'est quelque chose d'important pour nous. En termes de localisation, il y a aussi un point important, c'est que dans la région, il y a un équipement important en termes d'extracteurs, de culture, il y a de négociants, il y a tout ce qu'il faut, et de recherche. Et on est adhérent de l'ITEPMAI, je dirais, depuis la création de l'entreprise. On travaille avec l'ITEPMAI en particulier sur la mélisse. On a un accord sur l'utilisation d'une variété particulière de mélisse qui est cultivée en Anjou. Bon, le seul point, c'est que la mélisse n'est pas notre plus gros produit pour le moment, mais cette filière-là est au moins exemplaire. Et puis, on collabore beaucoup avec l'Université d'Angers, notamment le laboratoire SONAS, avec qui on a créé un LabCom. Et donc, le côté localisation est important là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui, grosso modo, j'ai une vie assez mondialisée parce qu'on exporte dans de nombreux pays. Et en fin de compte, il faut faire en France ce qu'on sait bien faire en France. Quand j'ai commencé l'entreprise, je cherchais un antioxydant biologique utile pour les tissus des animaux. Et j'avais le choix entre le raisin, finalement, et le thé vert. Je suis français et petit-fils de vigneron. Et le raisin, pour moi, était une évidence. Donc, on fait bien du raisin en France. Des extraits de raisin, la France est tout à fait compétitive pour ça. Par contre, on ne fera pas bien du thé vert. Donc, faisons en France ce qu'on sait faire et pas autre chose. Et puis, le dernier sujet que je voudrais aborder, je pense que ça tient en 4 minutes, là c'est bon, à peu près. Bon, c'est court. Le dernier sujet, il y a quelque chose qui m'agace régulièrement, c'est qu'en nutrition animale, il y a une grande confusion sur le terrain entre les produits naturels et les produits analogo-naturels qui sont un vrai risque, surtout quand on voit des industriels qui parlent d'huile essentielle de synthèse. Je pense que ça fera réagir tout le monde. Je pense qu'il y a un besoin de transparence sur ce sujet parce qu'on a le droit de le faire. Il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, mais là, il y a un risque pour toutes nos filières. Merci. Oui, ça marche. Merci Pierre Chicotto pour ce témoignage et ce point de vue. On va rester dans le secteur de l'aromatique et je me tourne vers Edith Giffard. Vous êtes co-dirigeante de Giffard, qui est une entreprise de liqueurs et de spiritueux, fondée à Angers par votre ancêtre Émile Giffard en 1885. Et aujourd'hui, après 5 générations, votre entreprise compte 80 collaborateurs. Vous êtes vice-présidente de la Fédération française des spiritueux et investit particulièrement dans l'aide aux entreprises souhaitant se développer à l'export. Votre entreprise produit l'intégralité de ses produits dans la région, tout en exportant dans 70 pays. Donc, Edith Giffard, quel est votre point de vue par rapport à la relocalisation ? Alors effectivement, si je reviens à l'origine, mon arrière-grand-père était pharmacien herboriste et place du ralliement. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de laboratoire, donc chaque pharmacien faisait ses élixirs, ses décoctions, etc. Et puis lui travaillait particulièrement sur la menthe et sur les vertus digestives de la menthe. Il a sélectionné un plant de menthe particulier, un plant de menthe poivrée, la variété Mitcham, qui a été répertorié pour la première fois autour de Mitcham, qui est une petite localité dans le Surrey au sud de Londres, et qui était une variété de menthe poivrée, donc une hybridation de Spicata et d'Aquatica. Et à l'époque, on a son journal, donc il écrivait tout ce qu'il a fait. C'était, pour les herboristes, ce plan était réputé très intéressant, parce qu'il était à la fois
très fin, très fort, mais avec des vertus digestives et rafraîchissantes de par sa grande richesse en menthol. Donc à ce moment-là, il a fait venir en huile essentielle, puisque la menthe ne voyage pas, on la distille sur place, de l'huile essentielle de Mitcham. Et puis au lieu de faire un médicament, il a fait une liqueur. Et en octobre 1885, il écrit dans son journal: je change de métier, je transforme ma pharmacie en distillerie, liquoristerie, et l'avenir dira si j'ai raison. Et 137 ans après, on fabrique toujours la menthe pastille selon la recette de l'arrière-grand-père et avec exclusivement le plan Mitcham qui donne sa spécificité au produit. Alors par rapport à l'histoire de relocalisation, nous, c'est pas vraiment là. Enfin, ce qui nous a intéressé, c'était en 2007 avec mon frère. Moi, je suis à 4e génération. On a nos enfants qui sont là, donc la 5e est là, donc ça va. Voilà, on espère que ça va continuer encore longtemps, familial et indépendant. Et à Chemillé, c'est quand même la zone où, la région phare on va dire mondiale, presque, des plantes aromatiques et médicinales. Et on s'est dit, mais si on implantait le plan Mitcham en Anjou, ce serait quand même sympa. C'était un clin d'œil aussi avec l'arrière-grand-père qui a été le chercher en Angleterre. Mais si nous, finalement, on continue l'histoire en implantant, en faisant pousser la Mitcham en Anjou, il n'y en avait pas. Donc nous, notre métier, c'est de faire des liqueurs, c'est pas de cultiver des plantes, donc on ne sait pas très bien faire ça. Donc on s'est appuyé dès le départ avec l'ITEPMAI, avec monsieur Bouvrat-Bernier, qui était, voilà, je ne sais pas s'il est là, mais il était à la retraite maintenant, alors il n'est peut-être plus là, dont le projet lui a bien plu. On a acheté des plants Mitcham parce que voilà, c'est étant stérile, il fallait trouver des plants au conservatoire de Milly-la-Forêt. C'était en 2007 et 2007-2008 et l'ITEPMAI a commencé à planter sur son secteur. On a fait 2 ans de plantation pour avoir suffisamment d'huile essentielle pour caractériser, voir si c'était bien ça, si ça fonctionnait. Et puis voilà, après un certain nombre de saisons de petites récoltes pour être sûr que ça fonctionnait bien. On a fait la première récolte, donc avec Datrice et puis François Duvaux. Pareil, je ne sais pas s'il est là, mais on a trouvé des agriculteurs qui étaient prêts à planter pour nous les plants Mitcham qui ont été multipliés sous serre dans la région et les planter. Et la première vraie récolte a été faite en 2013. Qui nous a permis d'incorporer en tout cas une partie d'huile essentielle locale dans la menthe pastille. D'accord, parce qu'en fait, avant que vous meniez tout ce projet, c'était produit où la menthe Mitcham qui était mise dans la menthe Mitcham, il y en a eu à un moment donné dans le sud de la France. Pendant un moment donné, il n'y en avait plus en France. Donc en fait, le Mitcham, elle se porte bien dans tous les climats continentaux. Donc il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a en Inde, nous on fait venir des États-Unis, mais là aussi ce qu'on veut c'est avoir un lien direct avec les producteurs. Donc on connaît les producteurs dans l'Oregon où elle est produite et c'est à eux qu'on achète aussi, qu'on achetait. Maintenant on en achète une partie ici. Alors on fera jamais 100% ici, comme c'est un plan stérile, si jamais il y a une catastrophe, ce que je ne souhaite pas, climatique, il faut qu'on sécurise. Ça fait donc voilà, depuis le temps que la menthe pastille est faite avec le plan Mitcham, il faut qu'on continue. Donc il faut qu'on ait des approvisionnements de plusieurs zones géographiques pour sécuriser en fait par rapport au climat. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment une histoire de relocalisation. Mais c'est plus. En fait, ça nous a plu. On s'est dit, mais si, ici, voilà, il y a toutes les connaissances pour faire ça. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous a, sur le plan affectif, nous a plu de faire ça. Ok. Merci pour ces témoignages et cette histoire. Donc, on va maintenant se pencher s'intéresser au secteur des plantes médicinales. Donc, Jean Maison, vous êtes président et fondateur du comptoir d'herboristerie. C'est donc une entreprise basée en Corrèze, à Saint-Augustin, dans un territoire rural. C'est une des plus anciennes entreprises d'herboristerie française et elle a la particularité d'être 100% en bio depuis sa création en 1976. Donc vous exportez très peu vous-même votre production, même si certains de vos clients sont des groupes d'envergure internationale.
vous achetez 50% de vos plantes en France et à titre personnel, vous êtes investi dans les structures de la profession. Vous avez contribué à fonder l'interprofession Bio Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes membre fondateur et encore aujourd'hui membre de l'Association française des cueilleurs professionnels de plantes sauvages. Et vous êtes engagé auprès du sénateur Joël Labbé pour le retour du diplôme de l'herboriste en France. Donc Jean Maison, quel est votre point de vue par rapport à la relocalisation ? Merci. En bio, je suis une plus ancienne maison, pas la plus ancienne en France. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a une question autour de la délocalisation qui ne relève pas exactement des mêmes intentions. On peut constater qu'il y a un besoin exprimé par nos clients dans un souci de traçabilité, d'immédiateté, de lien direct entre la matière et le produit et la personne qui va le consommer ou le transformer. Donc ça, c'est un souhait. Ensuite, nous sommes confrontés à des problématiques qui sont strictement marchandes, c'est-à-dire qu'un produit doit rester marchand. Et donc, dans le contexte actuel, la difficulté de conserver une matière première qui ait tous les avantages du local est parfois complexe avec les impératifs économiques. Le troisième plan, c'est aussi que dans le fond, ce qui est intéressant dans la localisation, c'est le travail autour du terroir. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, c'est d'abord le lien personnel avec les producteurs qui travaillent, avec leurs perspectives, mais aussi avec la nature du territoire dans lequel ils vivent. Nous-mêmes, nous nous sommes installés, pour ce qui me concerne, dans mon berceau familial. J'ai quitté Paris en 1976. J'avais l'intention de vivre là. Et l'ensemble du développement de l'entreprise aujourd'hui se fait à Saint-Augustin. Mais nous travaillons dans toute la France et en Europe et ailleurs. Nous sommes conscients, dans le fond, le local pour le local n'a pas d'intérêt, vu par moi. Il ne s'agit pas simplement de dire je fais du local. Il y a des échelles. Il y a, si on prend par exemple des producteurs, des cueilleurs qui travaillent au sein de l'Association française des cueilleurs et qui font de la vente directe de matière, le lien entre le produit, la matière et le consommateur est immédiat. Ce lien, ce contact, ce développement se fait dans un champ court. Les volumes répondent à ce champ court. Maintenant, le local, lorsqu'il est destiné à des entreprises dont les besoins en volume sont importants, on s'adresse à une autre attitude, agronomique notamment. Et donc, il faut donc, pour ce qui nous concerne, c'est 100% d'activité en bio ou de cueillette certifiée. Mais il faut que, agronomiquement, on puisse donner une réponse qui soit à la fois dans la rentabilité, pour ce qui relève de l'échelle des valeurs pour les producteurs, mais également les mécanisations appropriées et les pratiques agraires qui nous donnent les rendements qu'on peut espérer ou attendre, sans dévaluer la matière, puisque dans le fond, on travaille pour une chose, c'est qu'un jour, quelqu'un, face à son infusion, ait ce sentiment, comme on boit un verre de vin, qu'on le partage et qu'on l'apprécie, il faut qu'on ait ce même sentiment d'avoir une boisson qui réponde à quelque chose, qui donne une énergie, une qualité, un arôme. Voilà. Et ça, c'est très difficile, d'abord parce que les temps ne sont pas constants. C'est pourquoi nous devons démultiplier nos origines et nos sources, sans exagération. Mais en même temps, nous devons veiller sans cesse, ça c'est la théorie, parce que la pratique c'est une autre chose, à ce que la matière réponde à l'attente qu'on imagine du consommateur ou des industriels ou des transformateurs avec qui nous travaillons. Dans le local, bien sûr, il y a un rapport aujourd'hui à l'énergie, à les dépenses de l'énergie, au transport, aux coûts, à ces coûts-là. Mais finalement, aujourd'hui, il est encore, nous produisons nos infusettes en Corrèze, elles sont plus chères que si je les achète en Italie.
coûts de transport compris. Donc c'est un choix politique, c'est un choix commercial, c'est un choix d'intégrer justement dans un territoire une activité multilatérale, mais qui n'est pas sans conséquence d'un point de vue économique. Donc ça veut dire qu'il faut que la réponse du consommateur soit là et dise oui, c'est ce produit-là que je vais acheter pour telle et telle raison. Peut-être nous ne communiquons pas assez bien aujourd'hui, ça c'est chose à voir. Dans la prospective qu'on a écoutée précédemment, qui était fort intéressante, d'ailleurs au passage, cette séquence ici, depuis que je suis là, j'ai été très heureux d'y participer et d'écouter et de voir tout ce que vous avez merveilleusement bien organisé. Ça fait plaisir aussi de retrouver les amis de la profession. Mais on voit bien quand même que la plante médicinale aujourd'hui dit plus qu'est-ce qu'elle a à dire. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement un objet, c'est un objet de commerce bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui parle aussi au cœur des gens. C'est-à-dire que la plante, par ce rapport au territoire, par ce rapport à sa nature propre, par rapport à son identité, s'adresse à quelque chose qui est beaucoup plus fin, on va dire, et c'est ça que nous devons leur proposer en travaillant conjointement avec tous les producteurs. Car, hélas, produire localement, ça ne veut pas dire forcément toujours produire, suivant les circonstances, un produit d'excellence, parce que parfois, il y a des accidents. Donc c'est à nous, ensemble, par la façon dont on investit, on travaille, dans la façon dont on communique les uns avec les autres, nous devons parvenir au résultat qui est faire en sorte que les gens qui boivent nos tisanes se sentent appartenir à cet espace et rencontrer quelque chose de vrai et de vivant. Non, c'était très intéressant. Merci Jean pour ton témoignage. À présent, on a entendu le point de vue de PME françaises et on va s'intéresser au point de vue de deux grands groupes du secteur des plantes médicinales et des plantes à parfum. Donc Alexandre Panel, vous êtes responsable du pôle agriculture durable, qualité, expertise botanique au sein de la Green Mission de Pierre Fabre. Donc Pierre Fabre, c'est un groupe du secteur de la pharmaceutique et de la dermocosmétique qui compte, donc français, qui compte 9600 collaborateurs. La particularité de ce groupe, entre autres, c'est d'avoir un capital possédé en majorité par une fondation reconnue d'utilité publique. Et vous possédez 180 hectares en bio dans le sud-ouest qui sont cultivés en PAM et en grande culture. 20% des plantes que vous utilisez sont produites en France et 95% de la fabrication de vos produits est française. Donc Alexandre Panel, quel est votre point de vue par rapport à la relocalisation ? Merci pour la question. Donc effectivement, chez Pierre Fabre, on va avoir 95% de notre fabrication de produits finis, que ce soit des médicaments, des produits cosmétiques, des compléments alimentaires, qui sont réalisés en France. Donc lorsque l'on parle effectivement de réindustrialisation, pour nous effectivement on y est déjà. Ce qui n'empêche d'avoir ponctuellement quand même des projets intéressants de réindustrialisation de fabrication de médicaments. Cette année on a eu un exemple, effectivement, on est dans ce cas-là. Bon, c'est un produit d'origine chimique, mais effectivement. Mais on continue et on poursuit dans cet objectif de maintenir un ancrage territorial fort, et principalement dans le sud-ouest de la France, là où on est implanté. Ça se traduit du coup aussi en termes d'achat, puisque là, si on regarde tous les achats que l'on peut réaliser, que ce soit des matières premières, des services, du packaging et autres, on est à 70% de nos achats qui sont réalisés en France. Et après, ce qu'on peut analyser plus précisément, effectivement, c'est de voir comment cela se traduit en termes de matières premières végétales aujourd'hui. Donc, au sein du groupe Pierre Fabre, de manière globale, tout statut confondu, on travaille sur 230 plantes différentes. La plante est quelque chose qui reste important pour l'entreprise dans la mesure où le chiffre d'affaires des produits finis dont l'actif est issu de la plante, c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires.
Malgré tout, on a une diversité d'origine de nos plantes, puisque ce qui nous intéresse, selon les statuts en plus que l'on a, avant tout, bien sûr, c'est l'activité, l'efficacité de la matière première. Et donc, concrètement, quand on regarde ces 230 plantes que l'on utilise dans nos produits, on va en avoir à peu près 20 qui sont d'origine France et 80% qui sont d'origine import. Et donc, en ce qui concerne la notion de relocalisation de cette notion de matière première végétale, comment est-ce qu'on essaye d'y répondre, puisque c'est effectivement un moyen de conserver effectivement cette notion d'ancrage territorial sur toute notre chaîne de valeur, y compris bien sûr la matière première. Une des solutions pour nous, c'est effectivement ce que tu disais, c'est d'avoir à disposition 180 hectares de culture en bio et en agroécologie dans le Tarn. C'est surtout de la valorisation de réserves foncières qui ont été acquises par l'entreprise au cours du temps. Sur ces 180 hectares, on a à peu près soit 50 hectares qui sont dédiés à la production de plantes aromatiques et médicinales en interne, et le reste, ce sont des grandes cultures. Grande culture, du coup, on est ouvert à tester de nouvelles productions. Le secteur agricole, on a cette chance-là, est très dynamique là-dessus. Il y a quelques années, on avait testé les cultures de chia, enfin plus anciennement la culture de lin dans le sud-ouest, qui avait disparu effectivement il y a une vingtaine d'années, donc du lin oléagineux. Plus récemment, des cultures de chia, et encore plus récemment, cette année, par exemple, on a adhéré effectivement, enfin on a abondé à la tentative effectivement de mise en place d'une filière de chanvre en Occitanie, chanvre à destination soit textile, soit huile. Donc on a cette chance-là de pouvoir contribuer à la structuration de filières de cette manière-là, sur les grandes cultures, on va dire. Mais si on regarde plus spécifiquement, effectivement, dans le secteur des plantes médicinales aromatiques, donc pour couvrir nos besoins propres, mais donc ces terrains agricoles sont bien sûr à disposition pour réaliser des essais. Et comme ça, cette année, on est à peu près en train de tester une vingtaine d'espèces différentes qui sont, on espère, effectivement, des futures utilisations, des futures sources de matières premières pour des nouveaux médicaments, des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires. Après, une fois qu'on a fait ça, on travaille surtout sur des nouveautés, de l'innovation. Maintenant, on peut regarder comment est-ce qu'on réfléchit à notre portefeuille, qui a plus de 60 ans, des vieux produits, quels seraient les leviers que l'on pourrait avoir pour travailler sur la relocalisation en France. On peut partager deux exemples, par exemple. Ça peut être le cas, dans les années 2010-2012, le cas de l'hélicryse. On a lancé une gamme en aromathérapie en 2010, complète, avec notamment de l'huile essentielle d'hélicryse. 2012, je pense que vous êtes plusieurs effectivement à avoir connu ce phénomène, rupture, tension sur le marché en tout cas, et donc qui induisait des ruptures d'approvisionnement sur les utilisateurs finaux. Et donc l'objectif pour moi était de tester effectivement la mise en culture de l'hélicryse dans le Tarn et de voir effectivement quel pouvait être un itinéraire de culture adapté aux conditions pédoclimatiques que l'on a pour produire une partie de la production qui était à l'origine effectivement de l'import. Donc ça fait partie effectivement des succès de relocalisation, puisqu'à ce jour, on est sur une quinzaine d'hectares, une partie sur nos terrains propres, et puis une autre partie en contrat avec des agriculteurs dans le Tarn, pour toujours avoir la même logique que ce qui est produit effectivement par notre entité juridique propre, c'est de rester sur du bio et du local, sur ce mode d'approvisionnement. Et donc sur l'immortel, ça représente combien du pourcentage d'approvisionnement d'immortel qui est produit en France ? À ce jour, on est à peu près sur 20% de nos besoins qui sont couverts par cette production en France, et qui est, on va dire, le pourcentage que l'on a réussi à obtenir pour atteindre malgré tout un objectif de compétitivité. Donc ça ne sera pas plus aussi pour une question de sécurisation des approvisionnements, j'imagine. Ces 20%-là, on a vu que ça nous permettait d'avoir un levier justement pour sécuriser l'approvisionnement, mais on n'est pas à 100% effectivement, et on est bien challengé effectivement sur l'ensemble des coûts de production malgré tout. Un autre exemple que l'on peut partager, c'est sur une filière que l'on a mise en place dans les 3 dernières années, qui était à l'origine une production qui nécessitait à peu près 600 hectares de culture, une partie en France, une partie dans les pays de l'Est, et en travaillant avec le producteur sur ce mode de production, on a réfléchi, est-ce que l'on peut passer cette culture conventionnelle en agriculture biologique, quels sont les leviers que l'on a pour passer en agroécologie, etc. Et au fur et à mesure du développement du produit, on a réussi à s'entendre effectivement sur, d'une part, première étape, relocaliser la totalité de ces 600 hectares en France,
Et cette relocalisation de la culture nous a permis du coup d'accompagner le producteur sur une valorisation de pratiques en agroécologie. Et donc on est allé effectivement sur une reconnaissance de ces pratiques-là. Et donc c'est un levier, effectivement, enfin une certification peut permettre justement d'être un levier pour permettre la relocalisation et de mettre en avant des bonnes pratiques. Si on veut faire le lien avec une discussion effectivement qu'on a pu avoir aussi hier sur les contaminants, on est aussi en train de réfléchir sur, c'était plus des essais en début d'année, l'essai d'implanter effectivement et d'acclimater une plante indienne en France. On a fait ces essais de mise en culture. C'est un approvisionnement qu'on a prévu de faire en bio. Pour l'instant, le produit n'est pas encore commercialisé, donc on est encore en phase de développement. Mais un autre levier finalement que l'on peut partager sur la relocalisation, ce sont justement toutes les problématiques sur la réglementation et les problématiques sanitaires et les résidus de produits phytosanitaires. L'Inde, je ne sais pas effectivement si certains d'entre vous le savent, l'année dernière, on a eu de grosses problématiques sur les contaminations à l'ETO, sur les matières premières végétales qui viennent d'Inde, et notamment cette plante bio en faisait partie. Une des conséquences d'ailleurs, il y a 10 jours, ça a été un déréférencement, enfin un désagrément effectivement par l'Union européenne d'un certain nombre d'organismes certificateurs implantés en Inde, dont EcoCert, c'est-à-dire que depuis 15 jours, effectivement, on arrive plus effectivement à exporter une matière première végétale bio origine Inde en Europe. Et donc la relocalisation permet peut-être effectivement de compenser, probablement qu'on ne fera pas 100% de la production en Inde, mais en tout cas de compenser une partie de la production et de satisfaire effectivement les besoins industriels. Donc il y a beaucoup de leviers comme ça que l'on peut actionner ponctuellement, au cas par cas. Malgré tout, pour rejoindre effectivement ce que disait Jean Maison, l'objectif aussi derrière tout ça, c'est de pousser cette information-là jusqu'au consommateur. Et on n'est probablement pas bon effectivement pour valoriser ses origines géographiques. France, surtout nous, à notre niveau, dans un produit fini, cosmétique ou complément alimentaire, on a certains référentiels qui le permettent. On a une marque chez nous qui est très engagée, qui met en avant l'origine France Garantie, par exemple. Mais l'origine France Garantie, effectivement, ne traduit pas l'origine géographique de la plante. Stricto sensu, c'est un dispositif un petit peu différent. Et donc, actuellement, on travaille sur un dispositif plus d'affichage environnemental et social de nos produits finis, dans lequel on veut intégrer justement cette information à destination du consommateur sur également l'origine géographique de la matière première végétale, surtout chez nous en cosmétique, où finalement l'origine géographique de la plante, en tout cas la plante devient un levier de communication fort, et donc l'origine géographique peut être une information à pousser auprès du consommateur. C'est vraiment très riche, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc là, on a entendu des acteurs du secteur des plantes aromatiques et médicinales. Maintenant, on va entendre le point de vue d'un acteur du secteur de la parfumerie. Donc Georgiana Cetera, vous êtes manager de la recherche et développement chez les laboratoires Monique Rémy. C'est une filiale d'IFF qui est un des leaders mondiaux du domaine de la fabrication des parfums. Donc les laboratoires Monique Rémy sont spécialisés dans le naturel. Donc vous produisez des extraits primaires sur plusieurs plateformes, principalement à l'étranger, mais aussi en France. Donc 4 de vos filières d'approvisionnement sont localisées en France sur 120 espèces botaniques. Et vous me disiez que vous cherchez à rapatrier certains de vos produits en France. Donc, Bonjour à tous et merci à l'ITFMI pour m'avoir invité sur cette table ronde. C'est très important pour nous de pouvoir témoigner des difficultés, mais aussi éventuellement des objectifs de rapatriement du filière, de relocalisation de certaines filières. Donc effectivement, comme le disait Agnès, nous travaillons sur toute la partie extrait naturel du groupe IFF. Nous sommes le principal fournisseur interne d'IFF sur les molécules naturelles, mais aussi on a des clients externes. Donc on n'a pas nos propres produits, nos propres marques, mais on est fournisseur d'huiles essentielles et d'extraits de plantes. Nous travaillons effectivement avec plus de 120 espèces botaniques sur le total de notre catalogue. Et bien évidemment, dans les réflexions de relocalisation de production,
ce serait aberrant d'essayer de tout rapatrier, c'est impossible. Par contre, il y a toute une série d'espèces végétales utilisées en parfumerie, mais aussi dans les arômes alimentaires, qui étaient au XXe siècle délocalisées à l'étranger. Et depuis, il y a eu une forte perte de savoir-faire, une perte de sources génétiques, une perte de variabilité. Et bien évidemment, maintenant, relocaliser ces filières comporte des difficultés parfois vraiment insurmontables qui ne sont pas forcément liées au coût de production, mais vraiment à la récupération, par exemple, aussi de certaines souches importantes. Après, la grosse difficulté aussi de travailler avec des espèces si différentes entre elles, c'est que souvent, les parties des plantes utilisées ne sont pas les mêmes. Donc, il peut y avoir les fleurs, les parties aériennes, les racines, selon les différents extraits. Et bien évidemment, ce serait impossible de relocaliser en France des cultures florales dues au coût hyper élevé de la main-d'œuvre. Donc, nous focalisons dans nos essais de recherche et développement de récupérer des cultures qui étaient auparavant bien installées en France et qui ne le sont plus pour des raisons diverses et variées. Et il s'agit surtout de cultures sur lesquelles la mécanisation est possible, parce que la mécanisation, c'est effectivement le seul avantage vraiment important sur la culture entière qui pourrait rendre le coût de production légèrement inférieur à celui qui pourrait se produire à l'étranger. Où souvent la culture est faite de façon totalement manuelle, de la plantation jusqu'à la récolte, en passant par le désherbage. Donc les filières qui nécessitent une extraction directe de la plante après récolte ne pourront être pas relocalisées si c'est des plantes, par exemple, qui ont besoin d'un climat spécifique qu'en France on ne peut pas retrouver. Et cela, ça nous permet aussi d'abattre les coûts de transport, parce que dû au fait que les rendements sont extrêmement faibles pour les huiles essentielles et les extraits, il s'agirait de transporter de la matière première en quantité très conséquente, tant que en fait, récupérer des huiles essentielles qui sont parfois jusqu'à 0,1% de la matière initiale, c'est plus avantageux d'un point de vue consommation énergétique, transport et tout ça. Par contre, il y a effectivement des plantes qu'on essaie de récupérer et donc toute la partie recherche et développement sur ces plantes est faite en France et c'est une des raisons pour lesquelles une production française serait souhaitable. C'est justement pour garantir un suivi, que ce soit un suivi génétique, un suivi qualitatif, un suivi vraiment itinéraire culturel, qui, malgré l'intégration assez forte de certaines de nos filières à l'étranger, ne peut parfois être garantie à 100%. Donc les clients souvent recherchent vraiment dans un côté souvent marketing le label production française, mais c'est surtout vraiment dans un souci de contrôle qualité et de garantie d'authenticité de certaines variétés que nous nous efforçons vraiment de faire en sorte que certaines filières puissent redevenir compétitives sur le marché des huiles essentielles et des extraits naturels. Par contre, effectivement, il y a un peu une difficulté à trouver des collaborateurs, des agriculteurs qui puissent s'engager aussi dans une démarche de recherche et développement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passe, donc l'intégration et la mise en place d'une filière française, ça passe par une récupération du savoir-faire, une récupération des souches génétiques, et donc ça implique plusieurs années de travail que nous pouvons en tant qu'extracteurs et en tant que fournisseurs intermédiaires pas garantir dans la totalité. Donc nos efforts se sont surtout dirigés dans l'identification de partenaires agricoles et bien évidemment, s'il y a une demande de la part du client final, il peut y avoir une relocalisation de filières sur des espèces identifiées.
D'accord, merci Georgiana pour ce témoignage. On a entendu des témoignages d'acteurs économiques de l'aval de la filière. Maintenant, on va entendre le point de vue des représentants du monde politique. Donc on excuse Joël Labbé qui devait être avec nous aujourd'hui et puis qui a des problèmes de santé, mais il va être représenté par Fanny Dupéret, sa collaboratrice parlementaire. Donc merci d'avoir accepté de le remplacer. Donc Joël Labbé est le sénateur du Morbihan. Il est membre du groupe écologiste Solidarité et Territoire, rapporteur de la mission d'information sur le développement de l'herboristerie et des plantes médicinales qui avait eu lieu en 2018. Donc il est engagé pour la reconnaissance du diplôme d'herboriste en France et il a eu la spécificité d'avoir une approche qui présente l'herboristerie et les plantes médicinales comme des filières et des métiers d'avenir. Donc Fanny Dupéret, comment vous positionnez-vous par rapport au sujet de la relocalisation ? Oui, je réexcuse Joël Labbé qui aurait beaucoup apprécié d'être là, mais qui malheureusement n'a pas pu venir du fait de problèmes de santé. Donc je vais essayer de représenter au mieux le point de vue qu'il souhaitait transmettre. Un point de vue qui s'appuie sur son engagement en tant qu'écologiste et sur les travaux qu'il a pu mener avec la mission d'information sénatoriale et les suites qu'il a essayé de lui donner. Donc, du coup, c'est vrai que déjà, c'est une satisfaction la thématique de cette table ronde, parce que c'est vrai qu'on voit, depuis que Joël avait travaillé sur le sujet des plantes médicinales, il voit qu'il y a un vrai souci, que la thématique de la relocalisation est prise en charge par la filière et de manière assez dynamique. Parce que c'est vrai que lors de la mission d'information, les sénatrices et sénateurs qui en étaient membres avaient été assez interpellés par le chiffre qui avait été donné, qui était une estimation de France Agrimaire sur le fait que 80% des plantes médicinales et aromatiques qui étaient consommées en France étaient d'origine importée. Et donc ça avait interpellé les élus, sachant qu'ils identifiaient, ils avaient été amenés à identifier de par les travaux de la mission que c'était quand même, la filière de production des plantes aromatiques et médicinales était une filière intéressante pour le territoire français, que la France était un pays historique de production et qu'il y avait tout intérêt à développer cette filière sur le territoire parce que c'était une filière qui était porteuse d'emploi, de vitalité pour les territoires ruraux, puisque c'est souvent des plus petites surfaces qui sont utilisées que dans d'autres filières, porteuse aussi de services écosystémiques, a fortiori quand on est sur des productions en agriculture biologique. Ça avait été identifié aussi que c'était une forte demande des consommateurs et des citoyens, puisque ça a déjà été dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un engouement pour les plantes aromatiques et médicinales qui est beaucoup lié à une recherche de naturalité qui va souvent de pair avec une recherche de se renouer un territoire local. Il y avait aussi toutes les questions des bénéfices de la relocalisation pour l'environnement et ensuite ce qui est devenu un peu aujourd'hui encore plus prégnant pour la question de résilience de l'économie et de souveraineté, donc il y a un mot d'ordre assez important pour le monde politique actuellement. Il y avait aussi une autre question qui est la préservation de la biodiversité qui est importante pour Joël Labbé, liée au fait que c'est vrai qu'il y a une partie importante des plantes aromatiques et médicinales qui sont d'origine sauvage et où du coup il y a quand même pour certaines plantes des problématiques de menaces sur la ressource et certaines à une échelle plutôt locale, d'autres même au niveau global, des plantes qui sont menacées par une régression de leur milieu, mais aussi par des problématiques de cueillette. Et donc, avec cette problématique qui est quand même de plus en plus prise en compte aussi par les citoyens et qui peut aussi avoir des risques pour la qualité des produits, puisqu'on peut... il y a des risques de développement de contrefaçon sur des plantes pour lesquelles il y a des tensions d'approvisionnement liées à la ressource. Donc, c'est tous ces éléments amenés dans l'esprit de la mission d'information et de Joël Labbé à fortement poussé pour la relocalisation, avec aussi la question de la qualité des produits et du fait que le moins d'intermédiaires il y avait, le plus on était susceptible aussi d'avoir des produits avec une forte traçabilité et une forte qualité, même si effectivement on peut aussi développer ça en développant des partenariats
à l'étranger. Voilà, donc l'esprit de la mission d'information, c'était d'avoir un soutien au développement de la relocalisation de la production autour de production de qualité, puisque du coup la mission avait voté une recommandation d'avoir 50% de bio en 2025 pour les plantes aromatiques et médicinales, en estimant que c'est vrai que c'était... il y a à la fois les enjeux environnementaux et aussi le fait que les consommateurs, les citoyens, quand ils achètent ces produits, ils sont en attente d'une naturalité et donc d'une qualité aussi environnementale. Et aussi le fait que du coup, en relocalisant, on a des pratiques de cueillette durable qui se développent sur le territoire, notamment avec l'Association française des cueilleurs, les possibilités aussi de mise en culture de plantes qui sont menacées au niveau de la ressource. Et un autre élément intéressant sur la relocalisation, c'était que dans la mission d'information, ils ont montré que l'attrait pour les plantes aromatiques et médicinales était aussi lié à un attrait pour se réapproprier le patrimoine culturel que constituait l'utilisation des plantes locales de la pharmacopée européenne. Et donc peut-être aussi que ça pouvait être un levier de relocalisation, de voir pour certaines plantes exotiques, plus potentiellement menacées, de voir s'il n'y avait pas dans notre tradition des alternatives possibles qui seraient à développer et qui répondraient aussi à l'envie d'une part croissante de la population de se réapproprier les savoirs qu'on a sur nos territoires, sur les plantes. Un autre point important, c'était le rôle des circuits courts. On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que s'il y a une complémentarité à avoir entre des circuits longs et des circuits courts avec de la vente directe, des fermes à plus petite échelle qui ont aussi leur rôle à jouer. Et donc toute cette vision, évidemment, elle a besoin d'un soutien politique, puisque évidemment tout le monde a à s'engager, mais il doit y avoir un soutien aussi des politiques publiques pour engager les entreprises dans la transition. On a parlé des questions d'accompagner les entreprises par rapport à la crise énergétique, sur le développement d'investissements pour l'efficacité, la sobriété, les renouvelables. Et puis aussi des soutiens à la relocalisation, et aussi je pense un soutien aux mécanismes de transparence pour le consommateur, pour qu'en fait les entreprises qui mettent en place des pratiques vertueuses, le consommateur en soit informé par des mécanismes transparents, et que du coup ça permet aussi de mettre en valeur les bonnes pratiques et aux consommateurs de faire un choix éclairé. Donc là, il y a des travaux sur effectivement l'affichage environnemental qui sont faits, puisque du coup, dans la loi AGEC, il y a eu un principe d'affichage environnemental qui a été voté, au niveau européen, il y a des travaux aussi. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait un affichage environnemental qui soit clair et qui mette bien en avant les bonnes ou les mauvaises pratiques, pour qu'on puisse avoir aussi un mouvement des consommateurs pour accompagner la relocalisation. Voilà. Merci pour toutes ces pistes et tous ces projets. C'est super intéressant. Alors, on a un petit peu dépassé le temps. On va pas poser les questions. Ah si, on va quand même poser les questions. Ok, super. Donc, merci à tous pour vos témoignages. Je pense que c'est pas fini. J'imagine que ça a fait naître des questions dans la salle. Donc, c'est le moment. On va quand même prendre le temps de vous entendre pour échanger. Donc, c'est le moment si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Merci beaucoup pour ces témoignages passionnants. Une question, alors peut-être plus pour je sais pas, Alexandre ou Georgiana. Georgiana, tu évoquais les difficultés à recruter des producteurs. Donc la question est très simple, c'est justement quelle est la démarche pour recruter et former des producteurs, a fortiori sur des zones où la culture de palme n'est pas forcément une culture historique. Donc pour nous, la difficulté principale est liée au fait que nous ne possédons pas de terrain propre à IFF, comme c'est le cas d'autres entreprises qui ont fait le choix vraiment de s'approprier d'une partie de cet outil de production.
Donc, pour l'instant, nous, on a mené des petits travaux de recherche et développement et comparaison variétale en nous appuyant justement sur des instituts techniques ou des centres de recherche, en nous efforçant aussi de profiter du réseau des adhérents pour éventuellement promouvoir nos démarches dans l'espoir qu'il y ait quelqu'un intéressé, disons, sur une démarche qui est d'abord, sur les premières années, complètement accompagnée d'un point de vue économique par l'entreprise, donc sans aucun risque de perte ou de production foireuse, disons. Néanmoins, il y a quand même une difficulté de la part des producteurs à se projeter sur des espèces qu'ils ne connaissent pas forcément, parce qu'il y a toujours une forte tendance à la comparaison avec, par exemple, les rendements ou le coût du travail associé, par exemple, à une lavande, un lavandin. Sur des terrains qui sont souvent peu fertiles, non irrigués, et donc difficilement il y a cette participation active à l'enthousiasme de remettre en place quelque chose qui pourrait marcher, mais qui a besoin d'un effort commun pour trouver vraiment toutes les pistes d'amélioration possibles et pour se rendre justement compétitif sur le marché. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour encourager les agriculteurs éventuellement à s'associer en partenariat sur ce genre de développement, c'est qu'il y a encore très peu d'exemples de succès. Donc, effectivement, on serait un réussissant, un pionnier dans la démarche, et c'est quelque chose quand même qui pourrait avoir une forte valeur ajoutée, au moins sur les premières phases de mise sur le marché. Et je pense qu'avec l'aide aussi des financeurs publics et l'engagement de l'entreprise, il n'y a vraiment pas de risque pour les agriculteurs sur les démarrages de ce genre de production. Donc, je lance une espèce d'appel, voilà. N'ayez pas peur. Pour partager une expérience, donc nous en ce qui concerne la production d'huile essentielle d'hélicryse, comment ça s'est passé? Donc on avait une expérience pendant 6 ans de production sur nos terrains propres, avec un itinéraire de culture en plus vraiment très spécifique dans des terrains pas du tout adaptés à la base, très argileux, etc. Donc on l'a adapté, pas forcément transférable en tant que tel chez d'autres producteurs, mais nous on dépendait des réserves foncières que l'on avait, on ne pouvait pas choisir effectivement les parcelles. Donc, quand on a recherché quelques agriculteurs pour augmenter nos surfaces, on s'est rapproché de la Chambre d'agriculture, à travers lequel il y avait déjà une dynamique, une volonté de certains agriculteurs de diversifier leurs activités à travers la filière des PAM. Et donc, dans ce cadre-là, pendant 2-3 ans, effectivement, on a accueilli différents agriculteurs qui étaient soit en formation, soit qui étaient en découverte, effectivement, des contraintes du secteur, ou des spécificités, on va dire, du secteur des plantes aromatiques et médicinales. On échangeait à la fois sur de la visite de terrain, sur l'échange sur du matériel agricole. On partageait effectivement les spécificités, notamment en termes de temps de travail accordé effectivement sur ce type de production. Et c'est comme ça qu'on a réussi effectivement à avoir quelques contrats avec les agriculteurs, sachant pour ces productions-là, on s'engageait sur 5 ans avec un engagement d'achat de la totalité de la production, avec un prix garanti pour les rassurer effectivement sur l'engagement long terme de ce type de production. Il y a encore une question. On va prendre encore une question. Sauf s'il y en avait plus. Oui, Bruno Campana, Groupe Mule. Alors nous, on est paysans depuis 5 générations et on produit des fleurs pour la parfumerie dans le bassin grassois, des roses, du jasmin, du néroli, de la tubéreuse. Des fleurs que certains industriels grassois continuent de dire qu'on ne peut pas produire en France. Nous, on les produit depuis longtemps. Et on a résisté à la délocalisation à une époque où ces gros industriels ont décidé de partir de Grasse. Et c'est là qu'on est devenu industriel. Parce que plutôt que de détruire nos plantations, on a acheté une usine pour continuer à traiter nos fleurs. Et c'est pour ça qu'on continue d'être producteur de fleurs aujourd'hui.
Et donc je veux dire que c'est encore possible en France. On peut produire des fleurs à parfum à Grasse aujourd'hui, et en France ailleurs. Et je pense qu'avec le changement climatique, c'est quelque chose qui est envisageable de plus en plus et de plus en plus possible en France. Et je vous incite à essayer de le faire. Des plantes qui semblent exotiques sont quand même des plantes qui ont toujours été produites en France depuis toujours, quoi. Donc on a gardé ce savoir-faire, et heureusement. Donc d'abord, résister à la délocalisation, ça c'est la première chose. Et maintenant, on fait de l'acclimatation, c'est-à-dire qu'on commence à produire des plantes qui sont aujourd'hui en source dans d'autres pays que la France, et en l'occurrence dans l'hémisphère sud. Je peux parler du titri, par exemple. C'est une plante qu'on commence à implanter en France et qui marche plutôt bien, mais il y en a d'autres. Et je vous incite aussi à faire ce genre de choses. Les opportunités se présentent avec le changement climatique de faire rentrer en France des plantes qu'on ne produisait pas en France jusqu'à présent. Donc continuons et produisons des fleurs à parfum en France. C'est possible, même si c'est plus cher pour les industriels, mais il faut qu'ils s'habituent à payer cher, les industriels. Ils ont trop souvent payé pas cher. Et ils sont délocalisés d'abord pour payer pas cher. Et nous, on est la preuve vivante qu'on peut produire des plantes chères et qu'on a quand même des clients qui nous les achètent. Et ils sont très heureux de nous les acheter. Et en plus, on a résisté sur le foncier dans le 06, ce qui n'était pas simple. Voilà, merci et bon courage. Accrochez-vous, les gars. Juste un commentaire sur la partie acheteur. S'il y en a, bien évidemment, on peut produire. S'il n'y en a pas, si on ne produit pas pour le moment, c'est parce que même 15-20%, c'est jugé parfois trop cher sur certaines variétés. Bien évidemment, je ne vous parle pas des 120 espèces qu'on travaille, mais sur certaines espèces, c'est compliqué. Justement, juste pour rebondir, quelles espèces vous cherchez, vous, particulièrement chez IFF, LMR IFF, là ? On n'en cherche pas, on les a déjà. C'est juste qu'elles sont actuellement cultivées à l'étranger. Mais lesquelles vous souhaitez relocaliser en France ? Enfin, vous avez parlé de 4 espèces, mais lesquelles c'est ? Non, les 4 plateformes, c'est les plateformes de produits essentiellement français qui l'ont toujours été et qui continuent de l'être. Les plantes qu'on essaie de rapatrier, c'est des plantes qui permettent de la différenciation, c'est-à-dire que par la contribution de l'effet du terroir, donc en les cultivant dans des pays différents, elles peuvent exprimer différentes typologies de molécules. Et donc là, je ne pourrais pas vous dire plus, mais éventuellement on pourrait en reparler. C'est des plantes qui sont plutôt plastiques et qui pourraient apporter une différenciation et une plus-valeur si cultivées en France, donc représenter aussi une vitrine de différenciation pour un client qui pourrait éventuellement manifester intérêt pour une exclusivité. D'accord, merci. Donc, ouais, j'ai le temps de conclure un peu ou... Oui, tu as le temps de conclure et après on arrête. Okay. Bon, voilà, je conclue rapidement pour retenir quelques idées fortes de tous ces échanges. Déjà sur la définition de relocaliser, parce qu'en fait ça ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Ça peut vouloir dire cultiver une plante au plus près de l'endroit où elle sera transformée, ce qui peut impliquer de l'acclimater, comme vous le témoignez, monsieur. Ou ça peut vouloir dire faire pousser chaque plante dans le terroir duquel elle est originaire, quitte à développer par exemple une filière badiane au Vietnam, comme Jean, tu m'en parlais. Et donc, Jean, tu disais l'herboristerie est une bibliothèque mondiale, donc ça peut s'appliquer à toutes les PAM en fait. Et donc, juste pour rappeler les moteurs des entreprises à la relocalisation, on a mentionné la maîtrise de la qualité, de la traçabilité dans un contexte où les normes sur les contaminants et les exigences sur la qualité sont de plus en plus fortes. Le fait de ne pas subir de rupture d'approvisionnement dans un contexte géopolitique troublé et de répondre à une attente des consommateurs et clients vers plus de local et une limitation des émissions de gaz à effet de serre liées au transport, en sachant que le local, c'est relatif pour une entreprise quand elle est tournée vers l'export. Donc finalement, pour nuancer un peu, ce n'est pas forcément systématiquement souhaitable ni possible. Et diversifier les approvisionnements, ça peut aussi être une manière de les sécuriser pour l'entreprise utilisatrice. Et en termes de difficultés et de freins, je retiens la question du prix, forcément, le coût de la main-d'œuvre agricole française qui coûte plus cher que dans un autre pays, et ce qui peut imposer de mécaniser, en sachant qu'avec la hausse des coûts de l'énergie, ça peut devenir compliqué. Et la question brûlante du prix d'achat aux producteurs, d'une manière qui reste
qui garantissent un revenu correct pour les producteurs tout en permettant de rester compétitifs. Donc ça pose la question de l'engagement des partenaires et des clients à l'aval. Est-ce qu'ils sont prêts à s'impliquer financièrement et humainement dans des projets de localisation des productions? Donc là, c'est des projets où il faut travailler vraiment main dans la main avec toutes les chaînes, les échelons de la filière. Et enfin, il y a les problématiques techniques, donc maîtriser des cultures nouvelles, trouver un terroir propice, des producteurs partenaires et trouver ou développer le matériel végétal adapté, ce qui n'est pas facilité par le protocole de Nagoya, et mécaniser tout en maîtrisant les coûts de production. Donc tout ça, c'est autant de défis pour les producteurs, pour le réseau PAM et les structures d'accompagnement technique qui sont des défis mais qui sont aussi très stimulants pour nous. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, merci à tous les intervenants et merci pour les échanges.